Alors merci d'assister à cette matinale, des leaders éclairés, la matinale numéro saison 2. On reçoit aujourd'hui Daniel Cariotis qui nous fait le plaisir de témoigner. Daniel Cariotis, DG de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Avant de laisser la parole à Daniel et sur son sujet qui est comment gérer une crise, quelle que soit son origine, sujet très très intéressant et très d'actualité, je vous propose d'abord de pouvoir, comme je le fais d'habitude, de remercier d'abord nos partenaires. Growlin, qui est le réseau féminin et masculin interne du groupe Bayer, FIPLUS, le méta-réseau des financiers d'entreprise, Femmes Ingénieurs, qui nous accompagne depuis le début de la création et depuis le début de ces matinales, PWN Lyon, qui est un réseau international destiné à faire bouger les lignes de l'égalité homme-femme, et puis Lyon Décideur, qui est la ville, notre ville où la fabrique des leaders éclairés est installée, et puis la BPORA. Donc merci à tous ces partenaires parce que vous nous suivez. Alors je rappelle que ce sont des partenariats bénévoles, donc ce sont des partenariats de diffusion, et voilà, donc c'est des partenariats de cœur et de raison qui font que ces partenaires nous suivent et nous diffusent et font bénéficier, et vous font bénéficier des matinales. Donc merci à ces partenaires-là de faire ce relais. Bien sûr, autre chose, vous pouvez, si vous n'avez pas l'occasion d'assister, vous êtes inscrit à ces matinales, même si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez les retrouver en replay sur le site de la Fabrique des leaders éclairés. Vous retrouverez à la fois les replays en vidéo, et puis maintenant, on a mis un format podcast plus récemment, donc vous pouvez aussi, quand vous êtes tranquille dans votre voiture, réécouter les podcasts. Dans un premier temps, juste pour ceux qui ne me connaissent pas encore, merci à tous ceux qui sont fidèles et qui nous suivent depuis le début. Je voulais vous présenter, voilà, je suis Muriel Montagny. J'ai créé mon cabinet qui s'appelle HMR Consulting il y a 13 ans maintenant, avec pour vocation d'accompagner les transformations à fort enjeu humain, tout ça pour accélérer le déploiement de la stratégie de nos clients. On a l'habitude de dire qu'on n'est pas l'école blanc du conseil, mais on est l'école bleue, on est les gens qui mettent les mains dans le cambouis et qui accompagnent nos entreprises et nos clients pour pouvoir faire en sorte que leur stratégie devienne efficiente et opérante. Et puis pour ça, on s'appuie sur 3 pôles, un pôle conseil, un pôle formation et un pôle coaching. Et puis en 2019, alors je le précise parce que c'était avant le Covid, j'ai fondé la Fabrique des leaders éclairés. Et je voulais que ça soit un écosystème qui soit dédié au leadership pour pouvoir accompagner les entreprises dans les changements de paradigme que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, dans cette permacrise. Et parmi ces changements de paradigme, il y avait un changement de paradigme important, c'est celui du leadership. En effet, le leadership d'hier n'est plus en mesure, en capacité d'accompagner tous les enjeux et l'actualité qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc en fait, quand j'ai fondé la Fabrique, je me suis dit comment est-ce qu'on fait pour accompagner les dirigeants pour qu'ils puissent justement modifier leur paradigme, réinventer leur leadership et pouvoir faire face à tous les enjeux qui sont nos enjeux d'actualité. Et pour ça, j'ai créé en fait 3 piliers, qui sont les 3 piliers de l'écosystème de la Fabrique. D'abord, un pilier d'inspiration, c'est ce que vous êtes en train de vivre et ce que vous allez écouter aujourd'hui et nous voir aujourd'hui. C'est un pilier d'inspiration, c'est-à-dire comment est-ce que l'objectif, c'est de faire témoigner des dirigeants, un par mois, pour qu'ils nous témoignent du chemin de transformation de leadership qu'ils ont mis en œuvre pour eux et pour leur entreprise. Donc, ce sera Daniel aujourd'hui. Il y a 25 personnes qui ont témoigné depuis le début, que vous pouvez suivre en replay. Et puis, j'en profite pour vous donner l'actualité. La prochaine invitée, c'est quelqu'un justement qui n'est pas un dirigeant, mais qui est vraiment très proche à la fois du milieu scientifique et à la fois des dirigeants. C'est Olivier Amand, qui justement nous parlera, qui est chercheur à l'INRAE, et qui le 10 juillet nous parlera de la robustesse. Donc le sujet sera Bye Bye RSE et Good Morning Robustesse. Aujourd'hui, par rapport à la permacrise, c'est quoi ce concept de robustesse et comment on l'applique dans les entreprises? Donc ça, c'est pour inspirer, et j'espère que vous pourrez repartir avec des clés. Le deuxième, c'est justement un pilier de croissance. Et donc, on a créé des parcours de leadership pour accompagner les changements de paradigme, donc avec des pédagogies, avec des accompagnements extrêmement disruptifs. Et le troisième, c'est un pilier d'entraide. Et dans ce pilier d'entraide, ça fait effectivement 2 ans qu'on déploie des clubs de TI en France et des clubs maintenant internationaux avec des expatriés à l'étranger. Et donc, dans ces clubs-là, qu'est-ce qu'on fait? On échange, on accompagne, enfin, chacun
met en place, met en œuvre, et c'est le cas de co-développement, et c'est pour ça qu'on fait ces séances de découverte dans ce format-là. Un dirigeant arrive avec sa problématique, et puis les autres l'aident à la résoudre. Donc vraiment, on travaille sur une dynamique d'intelligence collective qui permet justement aujourd'hui de pouvoir bien s'aider, s'entraider les uns et les autres pour pouvoir trouver des solutions, non pas soi-même seul, parce que le dirigeant a toujours cette problématique-là, mais de pouvoir s'aider d'autres pairs, d'autres entreprises qui vivent la même chose, qui vous font part de leurs expériences. Voilà, puis des formats workshop aussi, qui permettent aussi de challenger l'ensemble du groupe et de pouvoir justement faire le pas de côté dont on a besoin aujourd'hui pour avoir cette agilité et comprendre la complexité. Voilà ce que sont les clubs, et je vous invite, si vous le souhaitez, à vous inscrire aux prochaines séances de découverte de ces clubs-là qui seront indiquées pour le 20 septembre. On avait une séance le 28 juin, mais elle est complète. Les groupes sont limités à 10 personnes. Et puis pour le groupe international, le 4 octobre prochain. Voilà, c'en est fini pour les actualités, c'est important et je voulais le partager avec vous. Maintenant, je vais faire l'exercice un peu difficile et compliqué de pouvoir de vous présenter Daniel. Donc Daniel, merci d'avoir accepté cette invitation tout d'abord et de nous faire part de votre expérience. Vous m'arrêtez si c'est pas si je digresse dans la présentation. Donc quelques dates. Après avoir débuté votre carrière à la Société Générale sur les marchés financiers, vous occupez la fonction d'analyste financier en charge du secteur bancaire chez Standard & Poor's, qu'on connaît plus qu'agence de notation, pendant 5 ans. À partir de 92, vous rejoignez le réseau des caisses d'épargne, où vous occupez différents postes de direction, et notamment la direction générale de la caisse d'épargne du Pas-de-Calais. Donc là, on est vraiment dans le Nord. Donc vous avez fait un épisode dans le Nord. Puis président du directoire de la caisse d'épargne Champagne-Ardenne. On voyage bien, hein, c'est la mobilité dans les banques. En 2007, vous devenez président du directoire de la Banque Palatine. En 2012, vous êtes nommé directeur général et membre du directoire en charge à la fois des finances, des risques et de l'informatique du groupe BPCE. Je suis toujours dans le vrai, Daniel? Ah ouais, c'est bon. C'est parfait pour l'instant. Et en 2016, vous menez la fusion des 3 banques populaires de la région Rhône-Alpes, qui donnera naissance à la BPORA, en fait, Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, qui est, je rappelle, la plus importante des banques populaires en région. Et donc, vous en êtes depuis 2016 le directeur général. Daniel, c'est un super parcours, ça. Ouais, c'est un parcours déjà dit. C'est un parcours diversifié. Et puis, après, oui, c'est un super parcours, mais vous savez, le propre des parcours, des expériences, plus on a d'expérience, moins on voit les périodes de creux dans les carrières. Alors que quand vous avez 4 ans d'expérience, on va regarder votre CV, et puis la moindre anomalie, on va passer du temps. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé entre 2008 et 2009? Il y a un trou. Voilà. Quand on a des longs parcours, oui, on a l'impression que c'est des formidables droites qui vont toujours d'un sens ascensionnel. En fait, c'est pas ça. Donc, et je pense aussi que la vie d'un dirigeant aussi, c'est de savoir, à un moment donné, rebondir quand il connaît des périodes difficiles, savoir se remettre en cause, parfois prendre des postes que tout le monde vous conseille de ne pas prendre et malgré tout de les prendre, et de se mettre en risque et en danger en permanence. Je pense qu'un des fils conducteurs, moi, de ma carrière, c'était aussi cela. C'est très souvent d'ailleurs de prendre des postes que tout le monde me déconseillait de prendre et de me mettre un peu en danger, non pas que j'aime le danger pour le danger, mais je pense aussi qu'un dirigeant doit se remettre régulièrement en question. Parce que quand on ne se remet pas en question le plus tôt possible dans sa carrière, je pense qu'après, c'est difficile quand surviennent des crises et des obligations de changement, quand on n'a pas connu en fait des modifications profondes, peut-être qu'on ne sait pas, qu'on sait moins les prendre en main. Alors que quand on a eu l'habitude de changer, de relever des challenges très différents, de connaître des situations difficiles, quand surviennent de nouvelles difficultés, objectivement, on est davantage préparé, on est plus serein. C'est pour ça que moi, je conseille toujours à des jeunes managers, à des futurs numéros 1 ou des potentiels numéros 1, de prendre parfois des postes difficiles, de se mettre en danger et de suivre aussi leur intuition, parce qu'il y a ce qu'on nous dit, mais il y a surtout à un moment donné ce qu'on sent, qu'on a envie de faire. On ne sait pas toujours pourquoi il faudrait le faire, mais il faut y aller quand on pense qu'il faut prendre un poste qui n'est pas forcément évident, mais il faut malgré tout y aller. C'est un peu aussi ce qui a guidé ma carrière depuis que j'ai rejoint le groupe BPCE.
Et parce que je l'ai rejoint effectivement après 3 ans à la Société Générale et puis à peu près 5 ans chez Standard & Poor's, qui m'ont été très utiles, je dois dire, notamment les Américains, parce qu'ils ont un mode de management qui est très particulier, qui est très fondé sur la performance, sur l'individualisation aussi. Donc, ils mettent vraiment très en évidence, en fait, les talents, les performances. Ils vous mettent à l'épreuve tout le temps, en fait. Très clairement. Vous n'êtes jamais caché derrière un hiérarchique. Le hiérarchique, il vous met devant. Comme ça, il peut vous évoluer et vous évaluer tous les jours. Et ça m'a servi après beaucoup, effectivement, dans le cadre de mon parcours au sein du groupe BPCE. Alors, merci pour cette. On rentre dans le vif du sujet. Avant de le faire, et puis avant de nous expliquer, Daniel, à la fois les crises, parce que les crises, vous en avez connues, différentes et variées, que ce soit financières ou autres, et vous allez nous expliquer quelles ce sont. Je voudrais bien que vous nous racontiez les crises que vous avez vécues et surtout comment vous avez fait pour y faire face. Je vais faire comme je le fais chaque fois. J'aimerais bien que cette matinale soit interactive comme on le fait, et donc que vous puissiez, Daniel, interagir avec les gens qui nous suivent. Donc, je vous propose de mettre dans le chat vos questions au fur et à mesure. Et puis, Daniel se fera un plaisir, effectivement, de les prendre, de prendre la balle au bon, j'allais dire, et de pouvoir répondre à vos questions. Ça vous va, Daniel, comme ça? Très bien. Je vois un commentaire sur le chat, premier bien, je vois Daniel Cariotis, la tête en bas. Est-ce normal? Non, ce n'est pas normal. Je suis assis dans mon bureau, donc je n'ai pas la tête en bas. Donc, ce n'est pas normal. Donc, surtout s'il n'y a que vous, normalement, il devrait y avoir moi en même temps, mais bon, c'est un peu spécial. Donc, Daniel, expliquez-nous les crises. C'est quoi les crises que vous avez vécues? Racontez-nous. Alors, tout d'abord, je vais lever potentiellement une ambiguïté. Je ne suis pas le spécialiste des crises et je ne suis pas en train d'écrire un livre sur comment gérer une crise. Je m'en garderai bien parce que je sais bien qu'une crise a la particularité d'être différente d'une entreprise à une autre, d'un contexte à un autre. En revanche, comme vous l'avez souligné, c'est vrai que comme maintenant je commence à avoir une carrière assez longue, j'ai eu la chance, parce que je considère que c'en est une en fait avec le recul, d'avoir connu de multiples crises, et notamment peut-être 2 en particulier, même si j'en ai connu d'autres. Une crise sociale majeure en 2000 dans les caisses d'épargne quand j'étais directeur général, pour des sujets notamment de remise en cause d'éléments statutaires, très clairement. Et puis la crise financière, quand j'étais président de la Banque Palatine, parce que la crise financière en 2008 et 2009, elle a été particulière à Palatine, et je vous dirai quand même pourquoi. Et en fait, de ces crises, moi j'en ai tiré plusieurs enseignements peut-être majeurs. Je dirais au moins 3 ou 4. Le premier, et il est important d'ailleurs, celui-ci, parce qu'il est intemporel, j'ai envie de dire, quand même, globalement, ne jamais surestimer ses forces physiques, mentales, intellectuelles. J'ai envie de dire même quand on est dans la force de l'âge. Parce que par exemple, quand la crise sociale majeure que j'ai connue en 2000 arrive, j'ai 38 ans. Donc on peut considérer que je suis un peu dans la force de l'âge comme à 38 ans, bien évidemment. Mais c'est une grève qui est très dure. Elle touche 57% des collaborateurs, 75% des agences fermées. Et elle a duré 17 jours, ce qui est énorme ici. Et c'est en début d'année, c'est en janvier. Et je peux vous dire que dans ces situations-là, on pioche vraiment dans ses ressources physiques. Et quand on a signé, ça va très bien, dans la nuit de vendredi à samedi avec les organisations syndicales pour signer la fin de la grève, il devait être 1h30 du matin, je suis rentré chez moi le samedi dans la matinée et j'ai dormi 10 heures d'affilée. Moi qui suis, entre guillemets, un petit dormeur, j'ai dormi 10 heures. Ce qui veut dire quand même que, moi je ne sais pas, entre nous d'ailleurs, si j'aurais eu la capacité d'ailleurs physique de tenir une semaine ou 15 jours de plus. Donc le premier enseignement, il faut se protéger, il ne faut jamais se surestimer, même si on sait très bien que quand des crises arrivent, tout de suite, bien évidemment, on se met en mode, entre guillemets, un peu commando, mais vraiment,
on a des limites, et ces limites-là, il faut en avoir conscience dès le départ. Ce qui m'amène d'ailleurs à un deuxième enseignement, c'est ne pas hésiter à faire appel à un soutien médical. C'est des choses un peu taboues d'ailleurs dans notre pays. Et d'ailleurs, il y a un livre qui avait été écrit par Lebret, l'ancien directeur de la communication de la Société Générale au moment de la crise subprime de l'affaire Kerviel. Ce livre est bien, non pas parce que Lebret se met un peu en jeu, parce que quand on lit le livre, il y en a un quand même qui ressort du livre, c'est lui-même, quand même, bien évidemment. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une crise de l'intérieur, et on apprend notamment que tout le comité de direction de la Société Générale était suivi par un corps médical, et que Daniel Bouton, le président de l'époque, a été à l'hôpital 3 semaines. Ça n'a jamais fuité. Et pour moi, c'est un élément important. Et vous voyez, quand j'étais président de Palatine, j'ai évoqué tout à l'heure le sujet, crise financière très dure pour toutes les banques. Et pourquoi elle était particulière à Palatine, alors qu'on était plutôt dans une situation financière meilleure que les autres banques? Elle était dure parce qu'à un moment donné, le groupe nous a un peu lâché à ce moment-là, les caisses d'épargne. Donc voilà, nous, on est en difficulté, débrouillez-vous. Et en même temps, nous étions à vendre. C'est comme le groupe était, les caisses d'épargne en difficulté, et qu'ils avaient un seul actif potentiellement à vendre, c'était Palatine. Donc on se retrouvait avec mon équipe à gérer une crise, et en même temps, donc on passait des entretiens, on avait des data rooms avec les banques potentiellement qui étaient intéressées par le rachat de Palatine. Et pour mon équipe de direction, ça a été très très dur. Et je regrette, en fait, de ne pas avoir mis ce soutien médical à l'époque, parce que je pense qu'il aurait été indispensable dans ce contexte très particulier, vraiment, que un directeur dise, attendez là, j'ai peut-être besoin ou de dormir, de somnifères, de me reposer un tout petit peu. Et ça, je ne l'ai pas fait. Et ça a été une erreur. Et vous évoquiez tout à l'heure, Muriel, la fusion de 2016, qui a été une fusion particulière. Toute fusion, quand même, est un choc. C'est un choc pour des corps sociaux. Et par ailleurs, c'était une fusion de 3 banques. J'ai mis en place un coaching particulier ou un soutien médical. Il n'a pas forcément été très utilisé, mais je l'ai mis en place dès le départ. Et j'ai dit au manager, si à un moment donné, vous n'êtes pas forcément très bien, c'est pas toujours facile d'en parler sur une +1, là, vous allez avoir une personne extérieure auprès de laquelle vous pourrez vous rapprocher pour effectivement évoquer, si nécessaire, les difficultés que vous rencontrez pour gérer une situation particulièrement difficile pour vous. Ça, c'est le deuxième enseignement. Le médical est clé. Et je pense qu'il va devenir de plus en plus clé. Il faut aussi s'occuper de sa propre santé et de la santé de ses collaborateurs, de ses managers. Parce que moi, je pense qu'on ne le fait que si on s'occupe déjà soi-même de soi. Quelqu'un qui se fout de sa propre santé, il ne va pas s'occuper de la santé de ceux et celles qui sont autour de lui. Le troisième enseignement, et ça, il est aussi important, c'est que quand une crise survient, quelle que soit, j'ai envie de vous dire, moi, l'origine de la crise, il faut se mettre tout de suite en mode survie. C'est quoi le mode survie? Qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est vital? On dégage tout le reste. Tout ce qui est accessoire, on met. Mais ça, il faut que tout le monde le comprenne. Moi, je me souviens à Palatine, dans le contexte très compliqué, que j'ai essayé de vous présenter en quelques secondes ou 2 minutes. En pleine crise, et je ne lui en veux pas d'ailleurs, mais il était dans sa zone de réflexe habituelle. Il y a le responsable des voitures qui vient me voir en me disant, Monsieur Kariotis, votre nouvelle voiture va bientôt arriver, est-ce que vous pouvez me choisir la couleur? Et je l'ai pris à part, je lui ai dit, mais est-ce que vous vous rendez compte de la situation dans laquelle on est? Et vous êtes en train de me dire qu'on va me changer de voiture de fonction. Et ça a été, je vous dis, un révélateur, parce que ça veut dire qu'il faut que, notamment toute la ligne managériale, comprenne que dans cet environnement-là, c'est quoi se concentrer sur l'essentiel et le vital. Parce que le coût de la voiture, il peut paraître anecdotique, voire amusant, en fait, il ne l'est pas. Ça veut dire qu'on peut avoir des visions dans l'entreprise différentes de ce qui est vital pour, entre guillemets, même la survie de l'entreprise. Et puis peut-être le quatrième enseignement, qui n'est pas bien sûr le moindre, c'est que quand une crise arrive, il faut toujours essayer
de s'appuyer sur une équipe réduite, des circuits courts. Des circuits courts. Donc, essayez effectivement d'identifier celles et ceux qui ont peut-être déjà été rompus à des exercices de crise ou de contexte difficile, de telle sorte qu'on peut aller très très vite dans la prise de décision. Parce qu'après, ce qui importe, c'est la rapidité de l'exécution. Et dans une crise, là, il faut changer totalement son mindset. C'est réflexion, très court, décision, exécution. Et parfois, il faut être capable de faire ça dans la demi-heure, dans l'heure. Ça, c'est vital. Et si on se trompe, après, on change. Et ça, vous ne pouvez le faire que quand vous avez des circuits très courts. Donc, il faut raccourcir aussi les circuits. Voilà. Donc, moi, ça fait partie des 4 enseignements peut-être majeurs, Muriel, que j'ai retenus, notamment de 2 crises, mais j'en ai connu d'autres, et qu'on a essayé d'appliquer quand la crise du Covid est arrivée en 2020, ici à BPOA. Je pense que ces quelques enseignements, on a essayé de les mettre en place, et objectivement, je pense qu'on s'en est quand même globalement plutôt bien sorti, dans un contexte pourtant qui était ô combien inédit pour l'ensemble des entreprises et de la société. Daniel, avant de reprendre des questions, parce qu'elles commencent à venir, est-ce qu'on peut reprendre ces 4 clés en fait? Moi, j'en ai entendu une. La première, santé de soi. La première, s'occuper de soi et de sa santé pour être sûr. Ménager sa monture, comme diraient les anciens. Pour être sûr de tenir sur la durée, hein, puisque c'est une crise, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas forcément quand ça finit. Hein, on a vu avec le Covid qu'on a tous vécu. La deuxième, c'était faire prendre en soin les collaborateurs, en fait, c'était ça, c'est ce que j'ai noté. C'est-à-dire après soi, les collaborateurs, parce que si soit on ne le fait pas, on n'est pas en train de le faire les autres. La troisième que j'ai notée, et c'est avoir une convergence, faire converger nos idées sur les priorités, notre vision sur c'est quoi les priorités à gérer. Et donc ça, j'imagine que vous avez fait, au départ, vous êtes concrètement, vous avez réuni votre comité de direction et vous avez dit c'est quoi les priorités, comment vous avez fait concrètement sur ce troisième point en fait, Daniel? Oui, c'est ça. On se fait un mapping, on se fait une liste, c'est quoi qui est important, le temps et qu'est-ce qu'on traite. Exactement. Et on va dire il n'y a que 2 priorités. Et c'est perturbant objectivement. Parce que quand vous dites à une directrice, un directeur, que par rapport à un champ d'activité habituel qui est très large, non, vous allez concentrer uniquement votre attention sur 2 points, ils sont perturbés, parce que parfois d'ailleurs, ils ne sont pas directement concernés par les 2 points, et après ils vont peut-être avoir le sentiment de ne pas servir à grand-chose. Mais en même temps, le vrai risque quand une crise majeure arrive, c'est la dispersion. Je vous ai évoqué la crise sanitaire. On a fait quoi pendant la crise sanitaire? On a fait que des PGE et des reports de prêts. Alors, on recevait des clients quand on pouvait les recevoir, pour les rassurer d'ailleurs. Je pense que la partie rassurance psychologique des clients, elle était clé, l'accompagnement psychologique. Parce que nous, on a été ouverts. Je rappelle souvent quand même, le secteur bancaire a été ouvert quand même pendant les confinements. Donc quand on avait des clients qui acceptaient de venir nous voir, parfois ils avaient besoin simplement de parler pour avoir la certitude qu'on allait les suivre malgré les difficultés qu'ils rencontraient, ce qu'on faisait. Mais l'activité, vous voyez, une banque comme BPOA, elle a des activités multiples, mais là on a fait que du PGE et du report de prêt. Ça veut dire qu'on a des services qui n'avaient plus d'activité. Dit autrement, quasiment plus. Voilà. Et je pense que chacun doit comprendre cela. Et puis même si vous mettez un peu en sommeil d'autres activités, parce qu'on n'a pas forcément basculé des équipes pour traiter les PGE, parce que les PGE, c'est des équipes de spécialistes, c'est les back-office crédit, tout le monde ne pouvait pas forcément basculer dans la gestion des PGE. Donc, il ne faut pas avoir peur de dire aussi à des équipes, pour l'instant, votre activité, elle va être un peu en sommeil pendant la gestion de leur crise, ou alors on peut les basculer sur d'autres activités. Mais il ne faut pas être embarqué par le secondaire. Le vrai risque aussi, c'est qu'on vous embarque sur des micro-sujets ou des sujets qui n'ont rien à voir. Il ne faut pas avoir peur de dire, non, attendez, ça, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le sujet. On se reverra. Je ne sais pas quand, mais on se reverra. On le traitera, mais dans un autre temps. Et c'est vrai d'ailleurs, Muriel, dans une fusion.
moi qui ai eu la chance de faire plusieurs fusions, on apprend. Je veux dire, on apprend de ses erreurs aussi. C'est pour ça que, d'ailleurs, la fusion de 2016, j'aurais dit, je sais ce qu'il ne faut plus faire, d'ailleurs. Je commençais d'ailleurs par là, mais pour réussir une fusion, il faut être focus sur les priorités. Parce que ceux qui n'ont jamais fait de fusion, on le voit tout de suite. Ils vont mettre sur la table des micro-sujets. Je dis non, non, là, on a 5 priorités, c'est les 5 priorités. Et les sujets que vous évoquez, on les verra. Mais on les verra peut-être dans 1 an, dans 2 ans, pas tout de suite. Il faut rediscipliner en fait le corps social et le corps managérial. Ce n'est pas si simple que cela peut le sembler peut-être. Alors, je peux reprendre mes questions. Bon, d'abord, le 4e point, c'était effectivement créer des circuits courts pour pouvoir avoir des décisions, j'imagine, et être rapide dans l'exécution des décisions, en fait. Donc, recréer au sein de l'entreprise des circuits courts et les imaginer. Mais concrètement, vous avez fait comment, en fait, pour imaginer, voilà, qu'est-ce que vous avez repensé pour se dire, c'est quoi les circuits courts? Vous avez revu tous les circuits d'information et vous avez dit comment vous êtes pris? Circuit court, en fait, c'est là pour le coup d'avoir une équipe plus resserrée même qu'habituellement. C'est-à-dire sur une crise, c'est quoi les personnes clés sur lesquelles vous allez vous appuyer en fonction de la nature, bien sûr, de la crise à laquelle vous êtes confronté. Donc ça peut être 6, 7, 8 personnes. Et puis après, tout passe entre guillemets par ces 8 personnes. 7 personnes, enfin peu importe d'ailleurs le nombre. Et ça, c'est clé. C'est clé aussi, Muriel, parce que ce que m'ont appris aussi les crises de 2007-2008, et même avant 2000-2001, on n'en parle pas, c'est que, et je sais que c'est une notion qui vous est chère d'ailleurs, c'est que le collectif est clé. Et pourquoi il est clé? C'est parce que, j'ai envie de dire, il y a 25 ans, on était dans des environnements que je qualifie, moi, de linéaires, assez prévisibles. Et dans ces environnements-là, on pouvait, entre guillemets, favoriser une forme d'individualisme dans le management. Je ne dis pas que c'était souhaitable, mais ça fonctionnait. Avec la survenance de crises multiples, depuis 2000-2001, 25 ans, et l'hypervolatilité des environnements, qui est durable. L'hypervolatilité, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on intègre définitivement. Vous ne pouvez gérer l'hypervolatilité que si vous avez une équipe resserrée, qui est capable d'aller très vite pour essayer de trouver la meilleure solution ou la solution la moins dégradée par rapport à un problème qui survient. C'est absolument clé. Et seul le collectif permet de gérer l'hypervolatilité. Un dirigeant qui est seul, il tue sa boîte. Il tue sa boîte. Mais ça veut dire que ce collectif, il faut l'animer aussi en permanence, parce que si vous essayez de n'activer que pendant une crise, c'est mort. En fait, il doit être travaillé en permanence. Vous devez avoir un collectif avant. Il doit être déjà rompu, je veux dire, à un mode de fonctionnement, j'allais dire, un peu optimal derrière. Ça veut dire que quand une crise arrive, vous resserrez un peu davantage, ça marche bien. Mais passer de l'individualisme au collectif en pleine crise, je ne suis pas certain que ça marche. Donc il n'y a pas de... Moi, je pense que il faut... Moi, je pense que ce qu'on fait au quotidien dans une entreprise, la façon aussi dont on manage une entreprise, elle est clé parce que c'est, sans le savoir, ce qui nous prépare le mieux à la gestion d'une crise demain, en fait. Et objectivement, j'évoquais la crise du Covid qu'on a tous et toutes connue. Je pense que la fusion qu'on a connue en 2016, qui a été dure, une fusion de 3 banques, de 3 entreprises, croyez-moi, c'est très dur. On a été dans le dur pendant plus de 2 ans. Après, on a connu, nous, BPORA, une crise IT majeure en 2019. La seule du groupe. J'ai eu souvent des expériences personnelles uniques dans le groupe. Quand je dis crise IT, plus de virements, plus de prélèvements pendant 2 jours, à cause d'une erreur humaine à Paris. On a été rompu à des cellules de crise. Quand le Covid arrive, il y a même des banques du groupe qui n'avaient jamais réuni leurs cellules de crise, ne savaient pas comment s'organiser. Nous étions déjà organisés. Et on a su tout de suite se mettre en mode survie, en mode combat, en fait, derrière.
Donc ça veut dire que ça se prépare aussi. Les collectifs resserrés à aller vite, je pense que ça, c'est quelque chose qui doit irradier, j'ai envie de dire, l'ADN d'une entreprise. C'est pas en pleine crise qu'on apprend cela, c'est pas vrai. Si je suis le raisonnement, Daniel, ça veut dire qu'il y a des cultures qui sont aujourd'hui plus favorables et qui vont être beaucoup plus favorables, ou des terreaux beaucoup plus favorables à faire des gestions de crise. Vous parlez de la culture des collectifs. Vous Mais pouvez nous vraiment, donner votre vraiment, ce que je vous dis, moi, j'ai souvent défendu la thèse que l'individualisme dans le management était mort, en fait, en 2000-2001. Parce que on voit que les survenances de crise, elles ont leur origine il y a 24-25 ans. Je ne vais pas rentrer dedans, parce que là, Muriel, il me faudrait 2 heures pour essayer d'étayer ma théorie. Mais former un collectif, en même temps, c'est ce qui est le plus difficile dans une entreprise. Parce que ça paraît tellement évident de dire le seul chemin, c'est le collectif. Je pense que tous les chefs d'entreprise que vous rencontrez, Muriel, il n'y en a pas un qui va vous dire le contraire. Bien évidemment. J'ai jamais entendu un dirigeant prôner l'individualisme alors que c'était des autocrates absolus. Mais quand ils avaient un micro, ils disaient moi, le collectif, c'est clé. Alimenter un collectif, nourrir un collectif, forger un collectif, mais c'est ce qui est le plus difficile pour un dirigeant. Parce que ça veut dire que derrière, il doit y avoir une confiance absolue, il doit y avoir une transparence totale, que chacun doit accepter le regard de l'autre, la critique de l'autre, en considérant que c'est pour le bien du collectif, et que bien évidemment, en dehors même parfois des désaccords profonds qu'on peut avoir, que tout reste confidentiel entre nous, mais qu'entre nous, on peut tout se dire, on doit tout se dire, mais qu'en dehors, on est solidaire. Parce que derrière le collectif, il y a une autre notion qui est clé, Muriel. C'est la solidarité. Elle est clé. Il ne peut pas y avoir de collectif sans solidarité. Parce que si à la première difficulté, on se désolidarise, non, ça, c'est pas possible. Donc en fait, le collectif, c'est un engagement en fait, qui est fort, qui est beaucoup plus fort que ce qu'on peut imaginer. C'est-à-dire que quand on rentre dans un collectif, il faut accepter cela. Il faut accepter la confidentialité, la solidarité, j'ai envie de dire le respect de l'autre qui peut avoir un regard totalement différent du vôtre sur le bon fonctionnement d'une entreprise. Mais malgré cela, je pense que c'est comme ça qu'on avance, je trouve, positivement dans nos entreprises et qu'on arrive à faire face aux ruptures qu'on observe, je vais dire, quasiment en temps réel dans la société. Et qui vont continuer, parce que nous sommes dans des environnements de rupture permanente, en fait. On est en permacrise, effectivement, maintenant. On est rentré dans cette ère de la permacrise. Je vais prendre les questions, Daniel. La première question qui nous a été posée, c'est qu'est-ce qui définit le mieux une crise, selon vous? J'imagine que ça veut dire comment est-ce qu'on passe d'une difficulté à une crise, et comment est-ce que c'est quoi? C'est un changement d'état? C'est un peu comme en physique et en chimie, on a un changement d'état, ou est-ce que comment on identifie que là on se dit voilà, on est en crise? C'est une bonne question. De toute façon, toutes les questions sont bonnes par définition, mais c'est une bonne question. Je pense que c'est peut-être l'ampleur de ce qui se produit et la durée. En fait, c'est une espèce de... On pourrait même mettre ça sous équation, mais c'est l'ampleur et la durée. Parce que quand j'évoquais par exemple la grève, l'ampleur, si vous avez 60% de grévistes sur une journée, est-ce que c'est une crise? Non. C'est un mauvais moment. Ça, voilà, on va dire, attention, socialement, il y a quand même quelque chose qui vous a envoyé, c'est pas une crise. Par contre, quand ça dure 17 jours, oui, ça devient une crise majeure, très clairement. La crise financière de 2008, c'est pareil, c'est l'ampleur et la durée. Donc, je pense que c'est le combinatoire des deux, en fait. C'est ampleur plus durée. Voilà. Parce que je ne connais pas de crise majeure très courte. Quand on dit une super crise majeure financière de 24 heures, je n'ai jamais vraiment connu. Parce qu'on peut avoir un crack sur une journée, mais c'est un crack, oui. Sur une journée, on peut le gérer globalement. Encore même un crack sur une journée, en général, quand même, c'est sur plusieurs journées glissantes. Donc oui, c'est certainement, je pense, au moins la conjugaison des deux, après derrière. Après, il y a des crises qu'on voit venir, il y a des crises qu'on ne voit pas venir.
faut aussi, bien sûr, les crises, le propre d'une crise aussi, quand même, globalement, est-ce qu'on la voit venir? C'est aussi ça la question. Vous savez, la grève, je vais vous donner une anecdote. La grève de 2000, la veille de la grève, on réunit notre CODIR, notre comité de direction, on fait un tour pour leur demander comment ils sentent la grève. En gros, à votre avis, est-ce qu'elle va être suivie ou pas? On fait un tour complet. La réponse est pas trop. Peut-être une demi-journée. Chez moi, pas du tout. Et vous avez vu après le résultat. Et ça veut dire aussi quelque part que où ils n'avaient pas le bon pouls de leur direction, où ils l'avaient, ils n'osaient pas nous le dire. Mais une crise, objectivement, parfois on ne la voit pas venir. La crise financière de 2008-2009, on l'a vu pointer aux États-Unis, mais on finissait par se dire on va trouver des solutions. Et puis quand Lehman Brothers s'effondre, moi je vais vous donner une deuxième anecdote. Un dimanche, moi j'étais donc président de la Banque Palatine, on a un call d'urgence qui est organisé par la Banque de France. J'ai jamais connu ça de ma vie, une seule fois de ma vie. On est réunis en call et ils nous annoncent écoutez, les Américains ont décidé de ne pas sauver Lehman Brothers, ils pouvaient le faire à l'époque, hein, de plutôt de sauver AIG, l'assureur américain, parce que là ça a été aussi peut-être encore plus cataclysmique. Donc, ça va être sanglant. Je peux vous dire que vous coupez, vous arrêtez votre call, vous n'êtes pas bien. Parce que là, vous vous dites, waouh, ça va tanguer, mais vous ne savez pas jusqu'où ça va aller. On n'en sait rien. Parce que les effets de domino, on ne sait jamais où sera le dernier domino, en fait. Voilà. Alors, l'une des questions, merci Daniel pour cet éclairage. L'une des questions, puisque je sais que vous êtes aussi quelqu'un de très intuitif, à la fois cognitif et intuitif, et vous parliez tout à l'heure de cette intuition. Moi, j'aime bien les signaux faibles. Comme je vous dis, il y a les crises qu'on anticipe et il y a celles qu'on n'anticipe pas. Sans être trop anxiogène, comment est-ce que dans une entreprise, et est-ce qu'on le fait suffisamment ou pas, est-ce que justement on est suffisamment à l'écoute des signaux faibles? Alors, parce que c'est ce que vous disiez, on les voit ou on les voit pas. Une fois qu'ils sont forts, effectivement, c'est facile de dire, bah oui, c'était prévisible. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nos entreprises sont suffisamment à l'écoute de ces signaux faibles, ou comment un dirigeant, il peut se mettre à l'écoute de ces signaux faibles? Et puis peut-être nous dire, c'est quoi ce que vous imaginez? Parce que comme on est en permacrise, il y en a qui sont, voilà, j'en lisais un hier, on parlait tout à l'heure en préparation des différentes du Covid, et vous en avez refait. Il y a la grippe aviaire, là, en fait, qui est en ce moment. Et il y a des millions de vaccins. L'Europe a commandé des millions de vaccins, justement, pour faire face à cette prochaine crise, en fait. En tout cas, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est un signal faible, en fait. Donc après, voilà, c'est quoi les sources? Où est-ce qu'il faut aller chercher ça? Et comment est-ce qu'on peut se préparer en écoutant les signaux faibles à cette permacrise? C'est une question compliquée, parce que dire qu'on arrive à capter les signaux faibles, je trouve que ce serait d'une immodestie absolue. Par contre, ce qui est essentiel pour moi, en tout cas, c'est qu'un dirigeant doit toujours essayer de garder un lien physique réel avec son entreprise, de garder et d'essayer d'avoir le pouls de l'entreprise à l'instant T. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aller sur le terrain régulièrement, rencontrer des collaborateurs, j'ai envie de dire sans passer forcément par le management. Bien sûr qu'on s'appuie toujours sur le management. Le management a des responsabilités particulières, il a une reconnaissance aussi particulière. Mais il faut aussi avoir des contacts directs avec les collaborateurs de l'entreprise. Et je pense que ce lien-là, il est clé. Avec les collaborateurs, j'ai envie de dire aussi avec des clients, parce que c'est aussi important d'avoir le regard des clients en permanence sur notre entreprise. Moi, j'essaie en moyenne de rencontrer un client par jour, et j'y arrive. Voilà. Parce que les clients, à chaque fois, me donnent un regard sur ma banque qui est parfois très différent de celui que je peux avoir. Et ça, c'est aussi des signaux qui vous renvoient.
sur la qualité ou pas de votre entreprise. Et pour les collaborateurs, c'est la même chose. Et quand vous y allez souvent, régulièrement, quand ils vous connaissent aussi quand même, contrairement à ce qu'on peut imaginer, ils s'expriment. Et quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas, ils vous le disent. Voilà. On pourrait me dire, on ne vous dit pas tout. Moi, j'ai la faiblesse de penser que globalement, moi, j'ai l'impression que quand je passe en agence, dans les services, ils me disent réellement ce qu'ils pensent. Mais pour ça, il faut qu'ils aient un minimum confiance en vous. Parce que certains se disent, voilà, si je lui dis tout ce que je pense après derrière, ça ne va pas forcément être très bon pour moi. Et puis, il faut aussi prendre le temps. Parce que pour que les collaborateurs finissent par vraiment dire ce qu'ils pensent, vous ne pouvez pas faire ça, Muriel, en 10 minutes dans une réunion. Dans ce cas-là, il faut prendre 1 heure, 1 heure et demie. Moi, je constate d'ailleurs que parfois, plus ces moments un peu informels que j'aime bien durent, plus les personnes s'expriment. Je veux dire, plus les barrières tombent. Parce qu'on est tous câblés pour être préparés à des entretiens courts. Mais quand on commence à dépasser l'heure, j'ai envie de dire, les barrières tombent et les personnes s'expriment beaucoup plus librement. Donc, ces signaux-là, ils sont clés. Il faut essayer de les avoir. Donc, moi, je n'aurai jamais la prétention de dire que je les ai, mais il faut toujours essayer de se mettre en situation de les avoir en permanence. Ça, c'est clé. Alors ça, c'est pour ce qu'on considère l'interne, la prise de température, le push. Vraiment, je vous suis complètement là-dessus. Maintenant, compte tenu des enjeux et des systémies, en fait, c'est-à-dire des interactions qu'on peut avoir au niveau mondial maintenant, en fait, parce qu'on sait très bien que, on l'a bien découvert avec le Covid, avec tout ce qui se passe, avec l'Ukraine, etc. Quand ça tousse de l'autre côté de la planète, nous, on s'enrhume aussi. Alors qu'avant, on ne croyait peut-être pas qu'on s'enrhumait de cette manière-là. Donc, du coup, pour un dirigeant, comment est-ce qu'on alimente sa vision pour justement avoir un train d'avance sur se dire, ça peut être quoi susceptiblement la prochaine crise, et peut-être l'anticiper en écoutant comment est-ce qu'on s'enrichit, ou en tout cas, comment est-ce qu'on va chercher l'information au-delà de son entreprise pour pouvoir alimenter cette vision-là et avoir ce train d'avance, en fait. Comment vous faites, vous, en fait, Daniel, pour avoir... Je sais que vous êtes vraiment visionnaire par rapport à ça. Comment vous alimentez votre vision? Moi, je pense qu'il y a plusieurs éléments de réponse à votre question. Le train d'avance, ou en tout cas la gymnastique intellectuelle, il faut déjà l'avoir aussi avec son équipe, tout le temps. Il faut se mettre en brainstorming tout le temps. De dire, tiens, et si là on allait vers telle direction, comment on ferait? Ça, c'est clé. Pourquoi? Ça veut dire que quand votre management est préparé à cela, le jour où il y a une opportunité, ça veut dire qu'on est capable de la saisir immédiatement. Si vous n'avez pas cette préparation intellectuelle, psychologique en amont, le jour où ça arrive, vous voyez des zones de blocage. Donc déjà aussi dans votre collectif, c'est clé sans arrêt de se mettre en mouvement en disant, est-ce qu'on peut aller vers telle ou telle direction? Ça pourrait provoquer quelle difficulté dans l'entreprise? Ça, c'est dans, j'ai envie de dire, la sphère managériale rapprochée. Après, pour l'alimenter, je vous le disais tout à l'heure, il faut rencontrer des chefs d'entreprise régulièrement. Pourquoi moi j'adore aller dans les entreprises? Déjà, aller les voir sur place aussi. Et puis, faire des petits déjeuners, des déjeuners, des dîners, je ne suis pas trop fanat, mais pourquoi? C'est parce qu'à chaque fois, ils me donnent leur vision. Ils me disent comment ils gèrent leur entreprise, les difficultés qu'ils ressentent, les problèmes qu'ils ont par rapport à leur secteur d'activité. Et c'est très intéressant de dire, voilà, aujourd'hui, un patron de BTP, voilà réellement les difficultés qu'il ressent, qui ne sont pas forcément celles que moi j'avais perçues aujourd'hui. Puis après, vous allez le confronter avec une spécialiste du décolletage, du secteur automobile. Et c'est en fait, je trouve, la multiplication des rencontres que vous allez faire, formelles ou informelles d'ailleurs, qui va nourrir aussi votre perception globale. Parce que rien n'est pire que l'isolement. Et je pense que entre guillemets, la vie réelle des entreprises, aller à l'extérieur, elle n'est pas dans votre bureau. Donc il faut aller à l'extérieur et les rencontrer régulièrement. Pour moi, c'est clé. C'est certainement même l'élément majeur. C'est de rencontrer régulièrement ceux et celles qui font vivre votre entreprise et qui ont des activités qui peuvent vous donner des poux de l'économie dans lesquelles
BPORA exerce son activité. Puis après, bien évidemment, il faut essayer de lire régulièrement, enfin regarder ce qui se passe ailleurs, en permanence. C'est-à-dire il faut être en éveil, puis tester aussi soi-même. Parce que je crois aussi beaucoup aux courbes d'expérimentation. Vous voyez, il y en a qui parlent d'IA, ouais, l'IA, très bien. Oui, mais ils n'ont même pas essayé sur ChatGPT, et je pense aussi beaucoup aux démarches empiriques. C'est-à-dire il faut aussi essayer soi-même, je dis bien soi-même, d'essayer des nouvelles technologies, des nouveaux canaux. Je pense que c'est important vraiment de tout tester par soi-même et puis d'avoir une espèce d'écosystème qui vous permet d'avoir un tissu relationnel qui vous apporte un regard que vous n'aurez jamais seul par vous-même, Muriel. C'est absolument essentiel. Je pense que le vrai risque pour un dirigeant d'entreprise, pour un politique aussi, puisqu'on est en plein dedans, notamment depuis dimanche, c'est l'isolement. Parce que plus votre niveau de responsabilité est élevé, plus tout est fait pour vous isoler. Voilà. Tout est fait. C'est comme ça. C'est-à-dire que vous avez plus de responsabilités, plus de réunions, plus de comités. Tout est fait pour vous détacher de la réalité des entreprises et de l'environnement. Il faut lutter contre ça, en fait. Certains niveaux, il faut lutter contre ça. Parce que si on ne lutte pas, on est embarqué, comme tout le monde. Et on le voit d'ailleurs chez les politiques, c'est flagrant. Mais c'est vrai aussi dans les groupes d'une certaine taille, les grandes entreprises. À un moment donné, on peut être pris dans de multiples activités qui font que la vision que vous indiquiez tout à l'heure, ou le pouls de l'entreprise, Muriel, vous ne l'avez plus. Vous ne l'avez plus. Il faut toujours se battre pour essayer de l'avoir. Se battre. Puis croiser les regards générationnels aussi. Ça, c'est clé. Parce que quand je dis chef d'entreprise, mais c'est bien aussi, vous allez discuter avec des jeunes, des nouvelles générations. Enfin, il faut aussi croiser les regards, en fait. Parce que dans notre société, il n'y a pas un regard unique. Ce qui fait la richesse de nos environnements, c'est la multiplicité des regards. Et ça, vous l'aurez quand vous aurez, bien sûr, en face de vous des générations différentes, avec des approches différentes, et puis certainement aussi, quelque part, des visions de la société, parfois même, qui sont totalement opposées. Une grande entreprise est un baromètre, d'ailleurs. Vous savez, BPORA, 3300 collaborateurs, on a un baromètre social. Nous sommes un baromètre social. S'il y avait une élection ici, ben, je suis sûr que nous serions le reflet de la société. Donc une entreprise, plus elle atteint une certaine taille, plus elle devient aussi le reflet, je pense, quasi parfait de ce qu'est la société française aujourd'hui. Alors, je vais reprendre des questions parce qu'il y en a plein et c'est super, mais je m'excuse d'avance pour ceux qui ont, voilà, si on n'a pas le temps de répondre à toutes. Faites-vous des exercices de risque, de revue de risque et d'opportunité à toutes les échelles d'entreprise? Est-ce que c'est un protocole ou un rituel que vous avez mis en œuvre? Et à minimum une fois par an, si c'est plus important de sentir les signaux faibles de la base. Est-ce que ça existe, c'est formalisé chez vous? Oui. Pas du tout. Oui. Nous, en fait, on a une particularité, secteur bancaire, c'est que ces exercices-là, ils sont faits tout le temps. Tout le temps. Ils sont faits par ceux qui nous régulent. C'est la Banque Centrale Européenne ou la CPR en France. Et puis, c'est fait bien évidemment par la direction des risques groupes de BPCE, c'est fait aussi par la direction des risques de BPOA. Donc, en fait, les revues de risque, de crédit, opérationnels, financiers, ils sont faits, oui, vraiment en permanence chez nous. Parce que les risques, ça fait partie intégrante de nos métiers. Et donc, maîtriser les risques et essayer le plus possible de les anticiper, j'ai envie de dire, c'est le métier de base d'un banquier de bon niveau. Donc oui, c'est des exercices qu'on fait en permanence. Autre chose sur la communication. On n'a pas parlé de la communication pendant la crise. Vous l'avez un petit peu parlé en disant qu'il faut communiquer quand les gens, parce que si on se concentre sur des priorités, il y a des gens qui peuvent se sentir exclus. Et donc, il y a de l'explication et de la pédagogie à faire. Mais la question, c'est est-ce qu'il faut être totalement transparent dans l'explication d'une crise à l'ensemble des collaborateurs ou alors est-ce qu'il faut protéger certaines populations, en fait? Comment est-ce que vous gérez la communication en temps de crise? Ah, ça, c'est une question compliquée. Parce que moi, j'aime bien la définition de la transparence, Muriel.
je ne sais plus d'ailleurs qui l'a dit, mais je la reprends souvent, la transparence ne consiste pas à dire tout ce qu'on pense, mais à penser tout ce qu'on dit. J'aime bien cette formule, en fait. Parce que parfois, on ne peut pas tout dire. Par contre, bien évidemment, il faut penser tout ce qu'on dit. Enfin, pour moi, c'est clé. La communication, bien sûr qu'elle est clé, mais après, il faut savoir quel est le bon canal de communication. Est-ce que vous avez à un moment donné une communication directe avec l'ensemble des collaborateurs, ou est-ce que vous passez par le canal de vos managers? Je prends la crise du Covid, qui est quand même le dernier exemple en date. J'envoyais un mail toutes les semaines, le vendredi, à l'ensemble des collaborateurs de la banque. Un mail qui reprenait ce qui s'était passé dans la semaine, parce que comme je vous dis, certains avaient quasiment plus d'activité. Hein. Ils étaient chez eux, et je pense que parfois ils étaient angoissés d'être chez eux sans activité. Il ne faut pas croire que c'est plaisant. Je pense qu'on peut aussi avoir des angoisses à ne pas avoir d'activité. Et je leur disais, ben voilà ce qu'a fait votre banque, votre entreprise dans la semaine. Et très souvent, je mettais des verbatims de clients dans le courrier. Alors, des verbatims très positifs sur les PGE. C'est exceptionnel ce que vous avez fait. Je le mettais parce que comme ça, je pense qu'ils se sentaient concernés. Ils voyaient l'utilité de leur entreprise. Et surtout, en fait, ils conservaient un lien avec celle-ci, même quand ils étaient confinés chez eux. Là, je parle plutôt des fonctions support, parce que, comme je vous l'indiquais, les commerciaux, eux, étaient sur le terrain. C'était très important, en fait, de conserver ce lien. Et je pense que d'ailleurs que les mails hebdomadaires que j'envoyais peut-être pendant 1 mois et demi, 2 mois, ont été extrêmement appréciés. Puis en mettant notamment des verbatims de clients, parce que ça les renvoyait à l'utilité de leur entreprise pendant la période de crise. C'est essentiel. Et je pense que dans des crises, plus une crise est dure, plus vous devez vous adresser directement à l'ensemble des collaborateurs. Ça, c'est aussi une condition personnelle, parce qu'on ne peut pas demander parfois des managers de tout relayer. Non. Il y a des choses qu'ils savent très bien faire. Et il y a des choses sur lesquelles ils sont mal à l'aise. Peut-être qu'eux-mêmes aussi ont besoin d'être assurés. Donc, s'ils ont besoin d'être assurés, ce n'est pas eux forcément de faire la communication. Donc, je pense que plus la crise est dure, plus la communication doit être directe et elle doit s'adresser à l'ensemble des collaborateurs, directement. Alors, comment on apprend des crises, Daniel? Ça fait grandir, j'imagine. Enfin, je sais pas, j'imagine pas, c'est que c'est une vraie conviction. C'est quoi les bonnes pratiques que vous avez gardées de ces enseignements, en fait, aujourd'hui, et qui perdurent, en fait, et qui préparent peut-être la prochaine, ou qui ont fait que, voilà, c'est devenu... Parce que vous parliez d'une pratique d'envoyer toutes les semaines, j'imagine que vous ne le faites plus, mais est-ce que ça vous a donné envie de mettre en place des nouvelles choses et de les garder, en fait, que vous ne faisiez pas avant? Parce que c'est comment cette crise, elle s'est inscrite? Comment est-ce que les enseignements ont perduré dans votre entreprise? Alors ça, c'est compliqué, parce que si je prends à nouveau la dernière crise qu'on ait connue, bien sûr, il y a eu d'autres crises depuis, mais de nature différente. La crise du Covid, elle nous a obligés à aller beaucoup plus vite sur des sujets sur lesquels on était en retard. Par exemple, la digitalisation des prêts n'était pas très en avance. On l'a mis en place en 15 jours. Quand le premier confinement est arrivé le 17 mars, le 12 avril, on avait déjà effectivement mis en place toutes les signatures électroniques pour nos clients. Et c'est de se dire, après derrière, il ne faut pas qu'on attende qu'on soit en crise pour faire bouger une entreprise, conserver cette agilité. Et que ce qu'on a été capable de faire en 15 jours en mode survie, il faut qu'on soit en capacité de le faire en mode normal derrière. Et ça, c'est, je trouve, c'est le plus difficile, c'est de conserver cette agilité, cette capacité, en fait, à aller beaucoup plus vite quand on n'a pas la pression forte du quotidien, qui est quand même le propre d'une crise derrière. Et d'ailleurs, certains collaborateurs me le disent quand je passe dans les services sur l'agent. Écoutez, ce qu'on a fait pendant la crise du Covid, c'était top, mais là, regardez, on n'avance pas sur ce sujet-là, alors qu'on était capable de le faire en 15 jours, en 2000, ce qui est vrai. Ce qui est vrai, en 2020, on a fait des choses en 15 jours, 3 semaines, qu'on n'avait pas faites avant en 2 ans. Et
Et on essaie quand je dis on essaie de le faire, oui, c'est un vrai point de vigilance, parce qu'on peut vite, parfois, retomber dans ces travers, une forme de routine, à un moment donné, qui est mortelle, en fait, dans les entreprises. Mais je pense que, malgré les défauts qui sont les nôtres, parce que je ne suis pas en train de vous dire que Bora est une entreprise sans défaut, on a beaucoup de défauts, mais comme on a quand même traversé des moments pas faciles depuis la fusion, pas facile, dire fusion, crise IT, crise sanitaire, je pense que l'entreprise, elle est quand même rompue à cela, et en fait, elle est prête du coup à se remettre encore en question fortement, sur de multiples sujets. Donc, moi, je ne sais pas quand et où surviendra la prochaine crise. Par définition, on ne le sait pas. Parce que qui avait pensé en 2019 que nous aurions une crise sanitaire en 2020 ? Personne, je pense, en tant que tel. Et le propre aussi des crises, ça je trouve que c'est une leçon, c'est qu'on a de plus en plus de crises de nature différente de celles qu'on avait gérées avant. Et ça peut-être aussi que c'est quelque chose quand même qu'il faut apprendre à gérer demain. Parce qu'on a parlé de crise financière, crise économique, pardonnez-moi, c'est classique. Crise sociale dans une vie d'une entreprise, c'est déjà quand même plus rare. Crise sanitaire, c'est exceptionnel. Mais demain, vous aurez peut-être une crise politique majeure qu'on n'a jamais connue. Quand je dis majeure, on ne sait pas jusqu'où on peut aller. Une crise climatique majeure. On voit les dérèglements climatiques, mais est-ce que demain, on ne peut pas être confronté à quelque chose encore de plus violent ? Et j'ai envie de dire après, à chaque crise, surtout quand elle est exceptionnelle ou dans son impact, dans sa forme, quand on n'y a jamais confronté, il faut essayer d'avoir peut-être aussi des modes de réponse différenciants. Mais ça passe à nouveau par le collectif que vous avez su créer. Après, en fonction de la nature de la crise, vous élargissez le collectif. C'est-à-dire que vous allez prendre des compétences, bien sûr, qui peuvent vous apporter un regard et une aide particulière par rapport à la nature de la crise à laquelle vous êtes confronté. Est-ce que Daniel, pour finir, il nous reste 2 minutes, qu'est-ce que vous aimeriez dire, vraiment, un message, s'il y en avait un, aux dirigeants aujourd'hui qui vont, et vous l'avez dit, les crises, elles sont en permanence, on ne sait pas, enfin voilà, elles vont être de différentes, elles viennent de toutes parts en fait. C'est pas, vous avez raison, on était habitué avec l'histoire d'avoir des crises majeures, celles-ci, on savait à peu près comment faire face. Maintenant, c'est d'où va venir la prochaine crise en fait, hein, donc, et quelle en sera l'ampleur et comment est-ce qu'on va gérer ça. Vous désireriez quoi comme recommandation ou comme conseil ou comme vraiment, s'il y avait un message à faire à nos dirigeants aujourd'hui, les gens qui nous écoutent pour se préparer à ça le mieux possible? Moi, peut-être que je retiendrai peut-être 2 messages, en tout cas, qui rebondissent un peu sur ce que je vous ai dit depuis presque 1 heure. Le premier, c'est se mettre en mode survie. C'est quoi ce qui est essentiel et vital pour vous ? C'est quoi le mode survie ? Certains vont dire, ok, c'est nourrir, boire, dormir. Bon, ça, c'est pour l'être humain. Pour une entreprise, c'est quoi ? Donc, je me mets en mode survie, qu'est-ce qui est essentiel ? Et c'est pas si évident que cela, Muriel, de dire, qu'est-ce qui est essentiel pour moi demain ? Parce que certains vont vous mettre 10 pages, et d'autres vont mettre 3 lignes. Et puis, penser à soi, physiquement, médicalement. Prendre soin de soi et des autres, tout de suite. Ça se prépare avant, un tout petit peu. Parce qu'une fois que vous êtes embarqué dans la lessiveuse de la crise, c'est tout net. Donc, le physique, il est clé. De dire, voilà, faut veiller à ce que, autour de moi, derrière, moi-même, est-ce que j'aurai des capteurs qui me permettront de voir que je ne suis pas dans le rouge ? Parce que quand vous êtes dans le rouge et que vous êtes dirigeant, qui va avoir la capacité de vous le dire ? Le courage de vous le dire. Et puis vérifier que certains membres de vos équipes ne sont pas dans le rouge vif, ils vont passer dans le rouge. Donc je pense que le physique, la santé est clé aussi.
elle est clé. Et d'ailleurs, plus une crise dure, bien évidemment, plus c'est un élément qui est vital derrière. Donc, la santé physique et la santé mentale, souvent les deux sont liés. Hein. Et si on veut conserver de la lucidité, je suis un peu long dans ma réponse, je m'en excuse, mais il faut être en forme. Parce qu'on voit bien que quand on dort peu, on dort pas, qu'on passe des nuits blanches, on perd en lucidité. Le cerveau tourne moins vite. C'est pour ça que la santé, elle est clé. Il faut s'occuper de soi tout le temps. Voilà. Je pense que c'est aussi un élément qui permet certainement aussi de mieux gérer les violences de nos environnements qui font partie maintenant de notre quotidien. C'est pour ça même d'ailleurs que le terme de crise n'existe plus, puisqu'à partir du moment où on est tout le temps en crise, on n'est plus en crise. On est en permacrise. Alors, je fais juste ce que vous me dites, ça me fait juste, et ce sera le mot de la fin. Je sais que vous êtes partenaire des Jeux Olympiques et que le sport vous tient particulièrement à cœur aussi, Daniel. Ce que vous avez dit, ça me fait penser à ça en fait. C'est la préparation d'un sportif de haut niveau, parce qu'un sportif de haut niveau, il doit être préparé, il doit prendre soin de son corps et de son mental pour pouvoir justement affronter l'adversité et la performance qu'il doit mener à l'issue de ça. Donc ça me fait vraiment penser à ça en fait, la recommandation sur ce dernier point, c'est oui, de l'entraînement, et prendre soin de soi pour être sûr qu'on arrive à pouvoir passer l'obstacle et dans les meilleures conditions possibles en fait. De soi et des autres. De soi et des autres. Exactement. Parce que les Jeux Olympiques, c'est pas que de l'individuel, c'est aussi du collectif. Bien sûr, bien sûr. Et c'est clé, c'est pas que du sport, c'est de l'activité physique, c'est l'alimentation, ça peut être du yoga, de la méditation, tout ce que vous voulez. Mais c'est important de prendre soin de soi parce que parfois on se néglige trop, et notamment dans les périodes difficiles, et ça c'est une erreur. C'est une erreur vitale parce que plus c'est difficile, plus il faut prendre soin de soi. Et quand on commence à dire, je terminerai vraiment là. Ah mais là c'est dur, j'ai même plus le temps de. Là, vous commencez à être dans le rouge. Parce que même quand c'est dur, il faut s'obliger. Hein. Moi, même dans les périodes dures, j'allais courir même que 15 minutes. Même que 15 minutes. Parce que j'étais cramé, en fait. Mais le 15 minutes me faisait un bien fou, peut-être même plus psychologiquement que physiquement. Donc, dans ces cas-là, il faut s'obliger. Il faut s'obliger. Parce que du coup, ça devient plus naturel. Et à un moment donné, peut-être qu'on n'a plus envie de rien sauf à s'occuper de sa boîte parce qu'on est en mode soirée. Ben, il faut au contraire, à ce moment-là, avoir des petites capsules qui sont des vrais sas de décompression. Et pour moi, c'est absolument indispensable d'en avoir. Et se ressourcer. Oui. On l'entend bien. Oui. Merci Daniel, merci beaucoup pour vos messages, en fait, pour avoir rappelé tous ces éléments clés, en fait, et les avoir approfondis, avoir partagé votre expérience avec nous. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. Je remercie tous ceux qui nous ont écoutés aussi. Puis je vous donne rendez-vous le 10 juillet. Merci Muriel. Merci Muriel. Je vous souhaite une très, très bonne journée à tous et à toutes. Et puis prenez soin de vous, en fait. Exactement. Merci. Au revoir. Très bien. Au revoir.